Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Les soldats maliens n'avaient pas mis les pieds à Kidal depuis 2014, après une amère défaite face aux rebelles Touaregs réunis sous le leadership de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Hier, leur retour a été salué par les principaux responsables de la ville. Un sentiment de reconnaissance pour tous les efforts que le gouvernement du Mali a consentis pour que les FAMA reviennent à Kidal, donc en accord avec tous les acteurs, de l'aménagement aux groupes armés, à l'État, aux populations. Le déploiement des troupes annoncé lundi par le président Ibrahim Boubacar Keïta intervient alors même que le gouvernement a ouvert la porte à des pourparlers avec les djihadistes. L'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement de Bamako et plusieurs groupes rebelles prévoyait entre autres le retour de l'armée dans le nord après l'intégration d'anciens rebelles dans les rangs. Non, ça se passe très bien avec les partenaires. Nous communiquons, nous échangeons. Nous faisons tout ensemble. Nous sommes des frères parce que nous savons qu'ils sont là pour nous aider. Sur les 428 soldats censés rentrer à Kidal, un tiers devait être des soldats réguliers maliens, un tiers des combattants de la CMA et l'autre tiers d'anciens rebelles d'autres groupes. Depuis le 10 deuxième mois 2020, j'ai été désigné par ma hiérarchie d'effectuer une mission d'escorte à un bataillon reconstitué de l'armée malienne. Le déploiement d'unités de ce type devrait être effectif dans d'autres villes du nord du Mali, telles que Ménaka, Gao et Tombouctou. Roger Stone a été reconnu coupable d'avoir menti au Congrès dans l'enquête sur une possible ingérence russe lors des élections de 2016. Les procureurs réclament une longue peine de prison pour Stone, une recommandation contre laquelle s'est opposé Donald Trump, qualifiant la décision sur Twitter d'horrible et très injuste. Dans une déclaration inhabituelle, le procureur général Barr a indiqué dans une interview qu'il était temps pour Trump de cesser de tweeter sur les affaires pénales du ministère de la Justice. Face aux déclarations publiques et aux tweets sur le département, sur les gens du département, où nos hommes et nos femmes entendent parler des affaires pendantes au sein du département, il m'est impossible de faire mon travail pour rassurer les tribunaux, les procureurs et le ministère que nous faisons notre travail avec intégrité. Au départ, Trump semblait soutenir la position du procureur général, puisque l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, a indiqué dans un communiqué que le président n'était pas dérangé par ses commentaires. Un responsable du ministère de la Justice a déclaré que la décision d'annuler ce qu'il appelait une recommandation de peine extrême et excessive avait été prise avant le tweet de Trump. Mais vendredi matin, Trump a tweeté qu'en tant que président, il a le droit d'intervenir de la sorte, même s'il a choisi de ne pas le faire. 4 procureurs ont démissionné de l'affaire Stone en signe de protestation. Les observateurs juridiques affirment que la principale préoccupation est l'érosion de la ligne qui sépare la politique et l'application des lois. Vous ne pouvez pas saisir les mots parfois. C'est un sentiment. C'est un sentiment que j'ai maintenant à cause de cela. Et cela me touche presque tous les jours. J'ai l'impression que c'est une sorte d'anxiété qui me touche. Vous savez, j'ai toujours une issue de secours et je regarde toujours la porte craignant quelque chose. Il y a une tristesse incroyable, c'est toujours présent. Ma fille me manque. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un éprouvent un manque. Lorsque l'engourdissement disparaît, la réalité s'installe. C'est comme s'il n'allait jamais s'en aller. Vous savez, ces gens ne reviendront jamais, quoi qu'il arrive, et c'est donc difficile à gérer. 2 ans après la tragique fusillade, le lycée Marjory Stoneman Douglas est silencieux.
Je pense qu'en tant qu'enseignants, nous avons été un peu surpris de la difficulté de cette année. Nous avons une expérience différente en tant qu'enseignants, car toute notre administration a été remplacée. Donc, au début de l'année, nous avions une toute nouvelle administration. Et il me semble parfois insultant qu'on n'en parle jamais. Alors que les étudiants survivants qui sont devenus des non-familiers à travers l'Amérique grâce à leur activisme s'installent dans leur cycle universitaire, certains s'inquiètent que leur voix ne devienne plus faible. Ils sont allés dans la capitale de la Floride, ils sont allés à DC. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire en sorte que certaines personnes qui les écoutaient entrent vraiment dans la politique. Mais je ne pense pas vraiment qu'ils aient fait beaucoup de bruit. Mais certains parents des victimes ont continué de faire pression sur le gouvernement fédéral pour la sécurité des écoles. Bien que la tristesse continue de faire partie de la vie de toutes les personnes touchées, elle trouve un soulagement dans les expériences et la force de chacun. Longelo Gumede veille sur ses statues de jour comme de nuit. Et pour cause, ces 30 statues de bronze de Nelson Mandela sont le fruit d'un an de travail et représentent toutes les économies du sculpteur. Autofinancé, ce projet lui tenait particulièrement à cœur. Cette exposition a pour but d'éduquer la nation. Elle est consacrée à notre héros, notre icône Nelson Mandela. Lorsque les enfants viennent voir ces statues, ils apprennent beaucoup sur ce que Madiba a fait et sur les choses pour lesquelles il s'est imbattu. Les 30 statues représentent chacune une période de la vie de Nelson Mandela. De ses jeunes années dans sa province rurale du Cap Occidental à la fin de sa vie. Les visiteurs se rappellent ainsi les différentes étapes de la vie de Madiba. Nelson Mandela le sportif, Nelson Mandela le militaire, Nelson Mandela le prisonnier et enfin Nelson Mandela le libérateur et l'icône mondiale. Ces statues nous rappellent nos racines et d'où nous venons. Elles racontent comment il a survécu et les choses pour lesquelles il s'est embattu dans sa vie. Ça nous encourage à faire plus dans la vie et à vouloir plus de la vie. C'est très émouvant de se remémorer tous ces événements et leur contexte, de revoir son histoire jusqu'à sa fin incroyable. Une émotion que les plus jeunes ne ressentent pas, mais c'est avec intérêt que ces écoliers parcourent cette exposition et découvrent l'histoire de l'Afrique du Sud à travers la vie de Madiba. Asma Botmi-Clark pour VOA, Durban. Madiba qu'on ne va jamais oublier. Justement, la mémoire des personnages, des événements est indubitablement grandement aidée par la photographie. C'est justement sur cet art que nous allons braquer les projecteurs maintenant avec notre invité, un photographe qui s'est déjà fait un nom, Georges Senga, est né en 1983 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, présente des expositions dans différents pays. Son travail associe des éléments documentaires avec des éléments fictifs, ce qui est manifestement le cas avec cette expo qu'il tient depuis le 28 janvier dernier aux Nations Unies à New York. Une expo qui met en lumière la vie au sein de la LRA, la Lord's Resistance Army, ce groupe rebelle ougandais. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité ce soir, le photographe Georges Senga. Bonsoir et bienvenue, première fois sur ce plateau. Avant de revenir à cette expo à l'ONU, rapidement retracez-nous votre parcours. J'ai commencé la photographie en 2008, donc pendant la première édition de la Biennale de Lubumbashi, chose qui n'était pas encore présente dans la ville de Lubumbashi. Et de 2008 à 2019, je travaillais entre Lubumbashi et d'autres pays, et sur des thématiques comme sur la mémoire, l'identité et l'héritage, au sein d'un collectif d'artistes de Lubumbashi et qui ont commencé la Biennale de Lubumbashi. Où êtes-vous basé actuellement ? En ce moment, je suis basé à Rotterdam, aux Pays-Bas. D'accord. Alors, parlez-nous maintenant de Rebel Lives, votre expo à New York sur la LRA, ce groupe rebelle ougandais. Rebel Lives, c'est un projet de collaboration déjà, avec Christophe Titeka. C'est un chercheur de l'université d'Anvers. Il a fait 15 ans de recherche au nord de l'Ouganda, donc entre le Sud-Soudan et le nord de l'Ouganda, spécifiquement dans la ville de Goulou. Et sur les photos d'archives que prenaient les commandants rebelles de la LRA.
Donc c'était des photos qu'ils prenaient chaque week-end pour les utiliser comme force militaire aux yeux du monde, en leur montrant que la vie des rebelles n'est pas tellement celle que l'on croit en dehors de ça. Et, comment avez-vous pu réunir ces photos? C'était auprès des anciens enfants soldats, mais aussi de quelques médias qui ont visité ces endroits-là pendant peu de moments de traité qu'il y a eu, qui est organisé en Ouganda. Et c'est là qu'on a pu, c'est Christophe qui a beaucoup récupéré ces photos d'archives. Et moi, j'ai intervenu maintenant avec des photos faites par moi, suite à un projet que j'ai réalisé au Congo en 2012, mais qui a plus questionné la question des enfants soldats au Congo. Dites-moi, à travers une telle expo, n'y a-t-il pas le danger de faire l'apologie de ce groupe rebelle? Moi, je pense que ça dépend de thématiques et de comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là. Ces enfants soldats qui ont été kidnappés par la LRA ou au Libéria ou pendant notre guerre ont droit à une certaine vie. Et moi, en tant que photographe ou d'autres chercheurs, en même temps, on est comme des porte-paroles de montrer aux gens que ces enfants ont droit à une vie et ce qui s'est passé n'était pas du tout très bon. Oui, c'est certainement c'est tout louable de montrer ce visage d'enfants soldats, mais en même temps c'est un groupe évidemment qui commet beaucoup d'atrocités. Je peux dire que je suis d'accord avec ce groupe qui commet beaucoup d'atrocités, mais si on va dans les cadres des enfants, c'est des inconscients. Ils sont arrachés à leur famille, forcés à commettre même des crimes auprès de membres de leur famille. En 2 mots, des projets à venir? Des projets à venir, il y a Changa qui sera dans la ville de Manono au Congo. C'est une ville où on a découvert récemment la plus grande mine de lithium au monde. Et je vais questionner cette ville parce que elle a été, vers les années 19, elle a été une ville qui a accueilli un groupe de géologues belges à l'époque qui s'appelait Géomine, qui ont pu exploiter l'étain. Georges Senga, vous êtes photographe congolais basé à Rotterdam. Je vous remercie. Bon courage et à très bientôt, j'espère. Merci Revenez, beaucoup. Merci. Si vous passez par Washington. Okay. L'appel de Moussa Biliti, ancien président de la Fédération libérienne de football, suspendu 10 ans par la FIFA pour corruption, sera étudié le 27 mars par le tribunal arbitral du sport. Sa présence lors de l'audience qui se tiendra à Lausanne, où siège la TAS, n'a pas été confirmée par le tribunal. Le Libérien est accusé des faits de corruption dans le détournement de fonds destinés à une campagne de sensibilisation au virus Ebola. Il est aussi condamné à une amende de 455 000 € par la commission d'éthique de la FIFA. Moussa Biliti avait été suspendu fin juillet 2018 par la justice interne de la FIFA de toute activité liée au football pour 10 ans, alors qu'il était membre du comité exécutif de la CAF et principal opposant de son président, le malgache Ahmad Ahmad. Le FC Barcelone témoignera son soutien envers la Chine, pays le plus affecté par le nouveau coronavirus, et envers les citoyens chinois victimes de discrimination due à la peur de cette maladie. Ça sera lors de la réception de Getafe demain samedi à 15h temps universel en Liga, a annoncé le club ce vendredi. Au début du match, les joueurs du Barça et de Getafe entreront sur la pelouse accompagnés d'enfants d'origine chinoise, membres de la Peña, groupe de supporters, avec des t-shirts portant le message « Stronger Together », plus fort ensemble. On pourrait également y lire « Courage la Chine ». Par cette action, le Barça souhaite par ailleurs envoyer un message contre la stigmatisation et les cas de discrimination dont souffre la population chinoise depuis l'apparition du nouveau coronavirus. En basketball, les Celtics ont fait plier les Clippers qui sont parvenus à battre 141 à 133 après 2 prolongations jeudi à Boston dans le match NBA opposant les 2 troisièmes des conférences Est et Ouest. Dans l'autre match, Oklahoma City Thunder est venu à bout des New Orleans Pelicans 123 à 118. La NBA va s'arrêter pour reprendre le mercredi prochain afin de laisser la place au All-Star Game ce week-end à Chicago. Le 14 février, des millions d'Américains célèbrent la Saint-Valentin. Les amoureux s'offrent des cartes, des bonbons et des fleurs. D'autres célèbrent de manière différente. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's, I love you.
Les étudiants internationaux de Washington ont des projets variés pour cette journée. Cette année, je vais probablement dîner avec ma petite amie. C'est à peu près la même chose au Honduras. Alors je vais probablement juste aller dîner, regarder un film. J'ai un petit ami, il habite aux Pays-Bas. Nous avons donc une relation longue distance maintenant, mais il vient me rendre visite de temps en temps. L'idée est qu'il vienne pour la Saint-Valentin ou le lendemain. Du coup, nous allons sortir pour un bon dîner et voilà. Vu que je suis célibataire en ce moment, je vais sûrement aller au restaurant pour causer un peu et puis après aller au karaoké avec les amis ou simplement rentrer à la maison et préparer ma propre fête. Appelée ainsi en l'honneur de Saint-Valentin, le saint patron des amoureux, cette fête est célébrée aux 4 coins du globe. À Taïwan, le jour de la Saint-Valentin, on offre du chocolat à une personne envers laquelle on a un béguin, ou quelqu'un qui nous plaît, ou sa copine ou son copain. On offre mutuellement du chocolat. En Chine, nous célébrons la Saint-Valentin comme aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus une affaire de garçons. Ce jour-là, les garçons offrent des chocolats aux filles qui leur plaisent et un mois plus tard, à la Saint-Valentin blanche, les filles offrent à leur tour du chocolat aux garçons qu'elles aiment. Cette seconde Saint-Valentin, appelée Jour blanc ou Saint-Valentin blanche, est célébrée au Japon, à Taïwan, en Chine et dans d'autres pays asiatiques un mois plus tard, soit le 14 mars. Mais peu importe la date de célébration, c'est le sentiment dont elle est porteuse qui rend cette fête si unique. Je suis célibataire en ce moment, mais mon idée est de faire une vidéo pour une fille que je fréquente afin de lui faire part de mes sentiments à son égard. Je joue de la guitare acoustique et elle adore ça. Je voudrais lui composer quelques chansons. Ce 14 février est un jour spécial pour des millions de personnes à travers le monde, ce qui en fait l'une des fêtes les plus populaires de l'année. Chocolat avec modération quand même. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Et toute cette semaine, rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.